David Revaud-Dallon, Jean-Michel Apathy-Renopila, merci beaucoup à tous les quatre. Moscou, Kiev, Berlin, la diplomatie express de Macron. Hier, 5 heures d'échange avec Poutine. À la mi-journée à Kiev, en Ukraine. Ce soir à Berlin avec Olaf Scholz. Alors, est-ce que c'est une séquence utile sur le fond, sur la forme? On va en parler dans un instant. Marie Chantrey est avec nous depuis Berlin. Marie, vous avez été à Moscou, à Kiev et maintenant à Berlin. Vous avez fait le même marathon. Quel est l'état d'esprit de la délégation française ? Marathon diplomatique, route ou peut-être chemin de croix, c'est à choisir. Dans l'entourage du président de la République, on théorise ce que l'on pourrait appeler la diplomatie des petits pas. On ne s'attendait aucunement à ce que le président appelle des miracles spontanés, à ce que l'on puisse finalement régler cette crise en quelques heures de réunion. Mais le président l'a redit à Kiev tout à l'heure dans l'après-midi. Notre volonté est que ça se stabilise, éviter à tout prix la guerre et que finalement se réengage une désescalade durable. Reste l'imprévisibilité du président russe Vladimir Poutine qui hier soir en conférence de presse aux côtés d'Emmanuel Macron a clairement affiché ses divergences de vues. Nous avons pu échanger une nouvelle fois dans l'avion présidentiel avec Emmanuel Macron ce matin et quand on lui pose la question à combien évaluez-vous la probabilité d'une invasion russe en Ukraine, il répond tout de go: je ne vais pas commencer à spéculer sur le sujet, mais oui, je suis inquiet. Il y a des tensions et les tensions étaient bien palpables hier lors de l'entretien. Des tensions sécuritaires, diplomatiques qui, sur le plan intérieur, éloignent encore un peu plus la probabilité d'une candidature présidentielle dans l'immédiat. Il répond en souriant: il va falloir, oui, y songer. Tout vient à point, mais dans ces grands moments de tension, il faut choisir le bon moment. Merci Marie Chantrey. Alors on va y revenir bien sûr à cette fameuse phrase, il faut y songer, tout vient à point dans un deuxième temps. Mais d'abord dans un premier temps, à l'instant on apprend que le président polonais en Ukraine dit qu'il croit possible d'éviter la guerre. Allemagne, France et Pologne unis pour préserver la paix en Europe. Donc bon, il y a une forme de petit espoir quand même. Est-ce qu'on peut dire qu'il a marqué un point ou pas du tout? Non. Ou est-ce qu'il faut être extrêmement prudent? Non. Enfin, marquer un point, en tout cas, il a été sur place, mais il n'y a aucune avancée. Aucune avancée. Quand on regarde la déclaration ce matin de l'entourage de Vladimir Poutine, qui dément toutes les avancées qui sont données par Paris, quand on voit... moi, j'ai été très impressionné, le visage... Le ton d'hier soir, le ton de la conférence de presse de Vladimir Poutine, très dur. Le ton de la conférence de presse, extrêmement dur. Des phrases qu'on a rarement vues dans la bouche d'un dirigeant soviétique. Regardant toutes les télés mondiales, nous avons l'arme nucléaire, je vous rappelle. Enfin, je veux dire, honnêtement, hier soir, c'était vraiment un moment, il avait l'air excédé. Et quand Emmanuel Macron raconte quasiment ce qui s'est passé, en gros, il y a eu plusieurs heures, apparemment, où Vladimir Poutine rappelle la grande histoire. Des décennies d'incompréhension, dit Emmanuel Macron. C'est pour ça que ça dure 5 heures. C'est pour ça que ça dure 5 heures. C'est que, quelque part, Emmanuel Macron est là, et comme quand vous avez quelqu'un qui est excédé, je vais l'écouter. Ouais. Et voilà. Et puis, deuxièmement, quand on écoute certains diplomates russes aujourd'hui dans les médias, il est seul, il est acculé, il n'écoute personne. Poutine, pardon. Et donc, apparemment, les spécialistes disent qu'il ne veut pas la guerre, mais quand vous avez autant de troupes massées dans une région, le moindre incident, la plaine est sèche, quoi. Après, ça, c'est sur le plan des résultats géopolitiques, effectivement. Après, sur le plan politique intérieur pur, un macronisme disait Vladimir Poutine est devenu le directeur de la campagne d'Emmanuel Macron parce qu'au fond, ça lui permet de dérouler. Il est dans la stature la plus présidentielle qui soit. On n'a jamais eu, du moins dans mon souvenir, de crise internationale de cette ampleur, parce que c'est une crise internationale qui couve, mais qui est quand même à l'état d'ébullition. On n'a jamais eu ça dans une campagne présidentielle. Lui se retrouve en majesté, et du coup, toute la Macronie a beau jeu de dire que ce soit les Républicains, que ce soit Éric Zemmour ou Marine Le Pen, disent toute cette campagne, c'est cette affliction à regarder. Nous, on s'occupe des affaires du monde. Oui, mais en même temps, si on n'a pas de résultat ou qu'au contraire, il y a une offensive dans quelques semaines, juste au moment de l'élection présidentielle... Alors, est-ce qu'on n'est pas toujours crédité de son volontarisme politique, ou du moins d'essayer? C'est toute la question. Je pense d'abord que Emmanuel Macron, à Moscou, a fait une provision d'informations et d'impressions qu'il a dû transmettre aux autres dirigeants américains, européens. Et ça, c'est utile. Bien sûr. Parce que ce que vous disiez est très juste. Vladimir Poutine a 70 ans. C'est un dictateur qui gère avec une violence souterraine, mais réelle, sa société. Personne ne lui résiste, d'où le monologue.
Je suis désolé de la comparaison. Hitler, au Nid d'Aigle, faisait pareil. Il abreuvait ses interlocuteurs de discours interminables. Hitler, à Munich, ne veut écouter personne. Il veut faire la guerre à Munich en septembre 1938. Il veut faire la guerre, exactement, mais il ne la fait pas parce que Mussolini l'en empêche. Mais nous sommes face à des gens dont la psychologie n'est pas la nôtre. Mais bien sûr. Et comme Emmanuel Macron a dû lui répondre, il est excédé pendant la conférence. Du coup, y aller était... C'est important d'y être et de palper tout ça. Mais après, le résultat, c'est dans la tête du dirigeant soviétique. Après, pendant la conférence de presse qui a suivi, qu'on a suivi en direct sur LCI hier soir, on a bien vu qu'Emmanuel Macron ne s'est pas non plus mouillé. Il a dit... En fait, je pense qu'il a été très surpris parce qu'il a vu que Vladimir Poutine était extrêmement agressif, extrêmement dur, extrêmement sévère. Et donc, il a dit, bah oui, il préfère mettre en valeur nos divergences. Moi, je vais essayer de voir les convergences. Mais bon, c'était fragile. Il y a un talent diplomatique chez Emmanuel Macron, de ce point de vue. C'était pas facile. C'était pas facile parce qu'en fait, il fallait supporter les attaques et en même temps continuer à dire oui, en fait, ça va marcher, quoi. En diplomatie, vous imaginez la seule phrase, on a quelques pistes. On a quelques pistes. Oui, c'est ça. En diplomatie, c'est on n'a rien. Juste un mot, on écoute Emmanuel Macron ce soir. Il était donc à Berlin. Écoutez-le, il était avec Olaf Scholz, c'est le président polonais qui est très demandeur d'un discours de fermeté vis-à-vis de Poutine. Et on écoute Emmanuel Macron. Nous allons continuer d'agir dans les semaines qui viennent avec des objectifs simples. Le premier, ça a été dit, éviter la guerre. La paix et la stabilité du continent européen sont notre trésor et nous considérons que notre devoir est de tout faire pour le préserver. La deuxième chose, c'est consolider et défendre à chaque instant l'unité des Européens et des alliés. C'est comme ça que nous avons préparé nos échéances et c'est comme ça que nous avançons sur ce chemin. La troisième, c'est défendre les principes qui ont fait notre Europe durant ces 30 dernières années. Voilà, David Revaud-Dallon. Alors, quel Macron ce soir? C'est intéressant, mais d'abord, ce qui est intéressant aussi, c'est que le président de l'Union européenne, président en exercice, la PFUE, puisque c'est Emmanuel Macron jusqu'au mois de juin, finalement, bien sûr, il est passé à Berlin, il est resté en contact avec tous les responsables européens, mais finalement, il a porté vraiment très personnellement ce dossier. Donc, en réalité, je pense que dans l'esprit de Vladimir Poutine et cette fameuse photo qu'on a vue, très impressionnante, de cette immense table, je pense que c'est d'abord à la France et au président français qu'il parlait. Deuxième élément, c'est vous, Nathalie, je crois, qui disiez que Vladimir Poutine était devenu le directeur de campagne de Macron. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est Vladimir Poutine qui va décider de la date de l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Avant, il y a 2 mois encore, 22 3 mois, c'était le Covid. On verra. Alors... Regardez bien les bandes Routel Krief, on ressortira ces dossiers, le cas échéant. Mais donc, évidemment, il a tenté un coup. Moi, je pense que bénéfice politique, on pourra l'apprécier qu'à long terme, en tout cas à très court terme, c'est plutôt un bon coup, parce qu'effectivement, même si ça ne fonctionne pas, et à l'évidence, ça ne fonctionnera pas dans quelques jours, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir tout essayé et d'avoir tout tenté. Bien sûr, si dans une semaine, les troupes russes envahissent Mariupol et le Donbass, évidemment, ce ne sera plus la même histoire. Mais pour l'instant, à l'instant T, c'est plutôt crédité. Et puis, effectivement, il y a toujours un différentiel, il y a toujours un avantage concurrentiel entre le président, chef de la diplomatie, et tous ses concurrents qui, même s'ils l'ont très violemment attaqué aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, etc. Voilà, je pense que ça ne porte pas du tout dans l'opinion et ça ne porte pas du tout en termes de rapport de force électorale. Entièrement d'accord, mais cela dit, moi je parlais tout à l'heure du bilan de la réunion et du bilan de la rencontre. Oui, concrètement, bien sûr. Honnêtement, la situation internationale est plus grave là que la campagne d'Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, et le ton change. Le ton change. Hier soir, on n'avait pas ça. Emmanuel Macron, cet après-midi, tout doit être fait pour éviter la guerre. Et vous vous rendez compte? Éviter la guerre. Ça veut dire qu'il a vu en Poutine quelqu'un d'extrêmement déterminé, d'extrêmement décidé. Dans son bunker, isolé, déterminé, acculé sur le plan intérieur, qui, pardonnez-moi l'expression, en a rien à fiche, et je reste poli, de son peuple. Quand on voit comme le peuple russe souffre, l'argent qui est mis dans les dépenses militaires qui ne servent pas à assurer le développement économique de la Russie, les hôpitaux, on sort du Covid. C'est insensé ce que fait Poutine. Alors, justement, dans l'avion... Est-ce que je peux juste faire de la politique intérieure à l'envers et stigmatiser, je vais être rapide, tous les gens en France qui sont complaisants avec Poutine, qui ne veulent pas reconnaître que ce type est un salopard, un dictateur qui, comment dirais-je, pille son pays. Et que 22 ans de pouvoir l'ont rendu dangereux. Et quand on voit des candidats à la présidence de la République
complaisant avec lui. Vraiment, ces gens qui prétendent aimer la France. Hein. Exactement. Il y en a plusieurs. Il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Les trois essayent de dire que... Non, aucun mot négatif sur Vladimir Poutine. J'ai même entendu Bruno Retailleau ce matin, pas laudateur, ce serait excessif. Mais enfin, il a eu une phrase, Retailleau, ignoble sur l'Ukraine. Vraiment, je l'ai noté, je ne l'ai pas là en tête, mais vraiment, bon, écoutez, quand même, hein, ça va. Bon, l'Ukraine... On ne va pas mourir pour l'Ukraine, comme la fameuse phrase, comme on ne va pas mourir pour Danzig. Vraiment, le personnel politique français n'est pas toujours prétend de diriger l'État. Et ils confondent. Ils sont dans la campagne électorale et ils n'ont pas du tout la conscience, peut-être, de la gravité de la situation et des enjeux. C'est ce que vous dites. Quoi. Et surtout, pour expliquer leur position, à la limite, la position de certains républicains, ils confondent la Russie et Poutine. Oui, qu'on soit pour un équilibre géopolitique entre la Russie, les États-Unis et l'Europe, bien évidemment. Ça, on est dans des pôles de sécurité qui doivent avoir leur puissance. Mais qu'on assimile le peuple russe et la Russie, historiquement, à Poutine, ancien du KGB, bref, enfin, je veux dire, qui se réveille, qui se documente. Pour appuyer tout ça, on sait qu'Emmanuel Macron, dans l'avion, a confié aux journalistes que la tension était palpable, qu'il était à l'image de la tension qui s'est créée, qu'il a essayé de lui demander des garanties, etc. Et puis, il a eu cette phrase sur la campagne présidentielle et sur sa candidature, puisque quand même, on avance vers une candidature, mais tout en n'étant pas en campagne, enfin quelque chose d'un peu étrange, dans lequel il y a un candidat qui n'arrête pas de dire, en fait, je suis bientôt candidat, patientez un peu, je ne peux pas tout de suite. Je suis aux affaires. Je suis aux affaires, je travaille, je fais ce qu'il faut. Et là, il a donc dit, il va falloir y songer à un moment, tout vient à point, vous savez, ces temps-là, on ne le mesure pas. Là, il y a une tension suffisamment forte. Il ne faut pas faire des choses intempestives, il faut le faire au bon moment. Mais est-ce qu'il va y avoir un bon moment ? Parce que c'est dans 2 mois, on est à 60 jours. Hein. Non, mais c'est pas aujourd'hui. Évidemment, au moment où on semble être au paroxysme, au summum de la crise, vous imaginez bien sur l'effet dévastateur qu'aurait une déclaration du président Macron demain. On aura l'impression qu'il fait fi finalement de cette tension, alors qu'il vient de nous expliquer pendant 48 heures qu'il y avait effectivement un risque de guerre aux portes, à la frontière orientale de l'Europe. Donc oui, tout vient à point, il faut finir. Pour qui c'est attendre, hein, c'est l'expression traditionnelle. Et là, force est de constater, et nous le chroniquons au quotidien sur votre plateau, Hôtel Krief, force est de constater que pour l'instant, en attendant non pas Godot mais Macron, les opposants boxent un peu dans le vide, ou entre eux, la gauche se boxe entre elles, Le Pen et Zemmour se boxent entre eux, Le Pen, Pécresse boxe un peu toute seule, je vais y arriver, et donc en attendant, Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à rentrer maintenant dans le match. C'est surtout 1 ou 2 semaines de plus. Alors on regarde ces chiffres qu'on a vus tout à l'heure des jours de candidature. Chirac s'est déclaré en sortant 69 jours avant le premier tour. Nicolas Sarkozy 67, Valéry Giscard d'Estaing 55 jours, Emmanuel Macron, donc on est à 61 jours, donc il n'est pas candidat officiellement, mais il n'est pas en campagne. Mitterrand 33 jours, De Gaulle 31 jours. Voilà, donc on a un peu un petit panel de possibilités. Je vous rappelle aussi qu'il y a une chose, le Mali. Il y a un sommet Union européenne-Union africaine le 17 et le 18 février prochain, pendant lesquels on pourrait très bien annoncer, c'est très probable, le retrait des troupes françaises qui pourrait s'accélérer aux grandes dames de beaucoup. Si tout le monde est d'accord, c'est un retrait coordonné. Voilà. Le calendrier est chargé. Mais et donc ça veut dire 17 et 18 février. Jusqu'au 20, il n'y a rien. Donc jusqu'au 20, alors à partir du 19, c'est possible, mais on est à partir du 20 février. Après, c'est les vacances scolaires, donc quel est l'intérêt d'accélérer Il peut accélérer. Vous savez, une déclaration de candidature, ça se monte en rien de temps. Là, le chef de l'État, au lieu d'aller à Moscou, était censé aller à Marseille. Ça aurait tout à fait pu être tout le monde attendait un peu ce jour-là. Tout le monde attendait un petit peu ce jour-là, parce que c'est sa ville de cœur. Il a fait beaucoup pour la ville de Marseille, donc ça se monte très facilement. Au fond, vous faites un déplacement, vous faites une intervention télé. Ça peut se faire en 24 heures. Il faut juste que la situation soit stabilisée. Là, les proches d'Emmanuel Macron disent aujourd'hui, commencent à prendre leur parti du fait que la campagne sera très courte. Ils partent de campagne blast. Tout est prêt. Les propositions commencent à être... tout est prêt. Il y a beaucoup de propositions. Il y a beaucoup de propositions. Tout le monde a travaillé. Il y a tous ces papiers-là avec toutes les propositions comme ça. Et puis après, il faut choisir. C'est lui qui prend. Et voilà. Et il y en a... Ils ont plein d'idées. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas fait avant, mais ils ont plein d'idées. Voilà, ça fait partie des choses qui leur seront dites, évidemment. Parce qu'ils ont fait une erreur avec les Gilets jaunes. Imaginez que les chars russes franchissent les frontières ukrainiennes le 16, le 17... le 18 février. Comment vous voulez déclarer une candidature ? Bien sûr. Parce que c'est vrai que la circonstance est inédite. Il y a une guerre sur le continent européen et une guerre impressionnante.
La Russie en guerre, c'est pas... Enfin, je sais pas, comment vous déclarez une candidature? C'est une vraie question. Vous avez raison, et en même temps, si un scénario catastrophe de ce type se déroule, pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, à un moment, Emmanuel Macron ne va pas renoncer à candidater. Donc il va y avoir un vrai dilemme stratégique. Je reviens sur le Mali. Deuxième point très très chaud quand même. C'est vrai que l'ampleur du déploiement de forces russes à la frontière ukrainienne est très impressionnant, mais au Mali, si d'aventure la situation est extrêmement tendue, enfin, on vient quand même de se faire expulser un ambassadeur, le chef de la junte, le colonel ou capitaine Koïta vient d'expliquer que la France avait œuvré depuis des années en envoyant des soldats à la partition du Mali, à l'occupation par les djihadistes. Il y a quand même une violence et une tension extrême. Et autre type de scénario catastrophe, pardon, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais voilà, un attentat, une attaque contre des militaires français. Il y a déjà presque 60 militaires français qui ont été tués, ou contre des intérêts des civils français encore à Bamako. Et là encore, c'est la catastrophe. Deuxième scénario qui pourrait encore une fois plomber et compliquer considérablement les choses. Alors pendant ce temps-là, regardez notre rolling, les autres candidats font campagne, alors peut-être entre eux. Tous sur le ring, mais sans le principe. Exactement, en l'attendant et en même temps en se battant entre eux, avec une progression d'Éric Zemmour qui grignote et dont la dynamique est confirmée, et Valérie Pécresse qui est stable et Marine Le Pen qui descend un peu dans ce rolling, dans cette analyse. Avec, on va le voir, une partie des électeurs de Marine Le Pen, c'était l'analyse tout à l'heure de Jérôme Fourquet, qui se déplace vers Éric Zemmour. Avec, il est passé de 30% à 38% des électeurs de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen n'a plus que 52% de ses électeurs de 2017. C'est ce que disait Jérôme Fourquet de l'IFOP tout à l'heure. Donc on assiste à... Voilà, la bataille, elle est très très crue, elle est très dure, elle est très violente à l'intérieur de ces différents camps. Et puis les parrainages, parce que chaque semaine, il y a la publication de parrainages. Le mardi soir et le jeudi. Voilà, ce soir, 2 fois par semaine, donc on a le total. Ça, c'est un vrai sujet. Des parrainages validés au 8 février. Et donc Valérie Pécresse est devant Emmanuel Macron, Anne Hidalgo est tout à fait à l'aise. Première personnalité de gauche à avoir ses 500 signatures. Tout à fait. Et regardez tout en bas, on va voir Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Éric Zemmour, Christiane Taubira, Éric Zemmour, voilà, avec des personnages qui en ont quelques-uns, et Christiane Taubira 36. Non mais ce décompte, on est à quelques semaines du 4 mars. Marine Le Pen, 139. D'après mes informations, ils en ont en promesse de parrainage sur 400. 400. Annoncé 430. Promesse de parrainage sur 400. Il leur reste un mois pour avoir plus de 150 signatures parce qu'il y a de la déperdition. À l'heure actuelle, si jamais ça continue comme ça, Marine Le Pen ne peut pas être candidate à la présidentielle. Je vous le dis. Est-ce que le pouvoir va aider Marine Le Pen à être candidate à la présidentielle? Évidemment, il le faut. Un très proche Emmanuel Macron me disait, si jamais on se retrouve justement à l'orée de la date limite dans une situation où Marine Le Pen ne peut pas être candidate, des maires interviendront parce que ce serait un scandale démocratique. Bien évidemment. Pas se présenter. Mais ça montre à quel point il faut changer le système. Oui, non, mais c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on examine sérieusement ce scénario et on sait que... Quelle curiosité si le pouvoir aide un candidat à l'être. Mais le système... Marine Le Pen, si elle n'est pas foutue d'avoir 500 signatures, mais elle a aussi une part de responsabilité. Moi, je déteste, vraiment, je vous le dis, je déteste cet esprit journalistique, et donc partagé par des responsables politiques, qui exonèrent de toute responsabilité la candidate qui n'arrive pas à voir ses personnages. C'est bien... elle aussi qui a quelque chose de repoussant. C'est pas les journalistes, c'est un enjeu démocratique. Vous comprenez ? Le système est mal fait. On est en démocratie, le système est mal fait. Mais Jean-Michel, enfin... Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler de géopolitique, c'est plus calme parfois, même si évidemment les enjeux sont très très graves et très importants. Et on se retrouve ensuite, à tout de suite. Ce n'est pas du cinéma, c'est Dacia Sandero. Dacia Sandero, design affirmé, équipement 100% utile. À partir de 4 € par jour, soit 120 € par mois. Et profitez du pack intégral pour 1 € de plus par jour.
Chez Chris, nous prenons le temps de comprendre votre vie, vos habitudes, vos gènes. Nous prenons le temps de vous connaître parfaitement pour vous proposer ce qu'il y a de mieux pour vous. Signature Chris, les verres ultra personnalisés fabriqués dans notre usine en France qui réinventent votre confort visuel. Chris, vous allez vous aimer. Dispositif médical. Pour fabriquer des appareils électroménagers durables et à la pointe de la technologie, nous fabriquons nos propres composants, notre propre fonte. Nous fabriquons même les machines qui fabriquent nos machines. C'est cela, la qualité en avance sur son temps. 1000, Imabassa. Si vous n'avez pas de mamie plus petite, achetez au moins une voiture plus grande. Sur Le Bon Coin, achetez votre voiture en toute sérénité grâce à la garantie panne mécanique. Téléchargez l'appli. Vous êtes dans un cocon, un endroit refuge. Carole, qu'entends-tu dans ton endroit refuge? Ah non. On avait dit pas la Citroën électrique. On va tous se garer sur le Pas facile d'oublier l'expérience électrique Citroën. IC4 électrique à partir de 289 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offert. C'est simple, c'est zen, c'est Citroën. Profitez également de l'offre Citroën sur la gamme électrifiée Citroën. Trouvez votre cadeau de Saint-Valentin chez Swarovski. Savez-vous avec combien d'éleveurs et producteurs français en contrat tripartite travaille Lidl? Je sais pas, je vais essayer de deviner. Je sais pas, peut-être 500 800 Près de 5000. Ah ouais, quand même. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle, je vais essayer d'y aller plus souvent, tiens. Lidl a signé un contrat tripartite avec près de 5000 éleveurs et travaille avec près de 900 fournisseurs français. Grâce à cela, nous soutenons près de 200 000 emplois en France. Convaincus des bienfaits socio-économiques des produits locaux, déjà 72% de notre offre alimentaire est made in France. Lidl, bien plus que vous ne l'imaginez. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, le feuilleton de la campagne se joue et se raconte sur ce plateau sur LCI. Ce soir, il se joue aussi en politique étrangère, en politique internationale, mais ça nous concerne tous bien sûr. Merci Bruno Tertré, vous êtes politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Merci beaucoup Dominique Moisy, géopolitologue et écrivain, conseiller spécial à l'IFRI. On va venir dans un instant à l'Institut Montaigne, pardon. On va revenir dans un instant pour parler de la situation en Ukraine, en Russie. On sait bien qu'il y a un marathon diplomatique qui n'est pas du tout fini. Mais c'est le moment de l'instant Paul avec Paul Larouturou. Et Paul, il y a des chiffres, il y a des décisions qui vous font dire, ou en tout cas poser la question, mais est-ce qu'Emmanuel Macron ne serait pas le véritable candidat de la gauche? Étrange. L'instant Paul, c'est tout de suite. Bonsoir Paul Larouturou, vous êtes allé demander et poser cette question qui peut paraître anachronique à certains, voire très logique à d'autres. C'est vrai que ça peut paraître provocatrice cette question si je vous demande est-ce qu'Emmanuel Macron est le vrai candidat de la gauche? Et pourtant, actuellement, Emmanuel Macron fait passer toute une série de mesures. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est de gauche ou pas? Évidemment, on pense tous à la PMA. Il y a également, là, cette semaine, le retour de l'adoption pour tous les couples, même de même sexe. Il y a toujours cette semaine des mesures sur le harcèlement scolaire, sur les lanceurs d'alerte. Et puis, on a été très intéressés également par ce sondage, dans le journal du dimanche, un sondage IFOP. Écoutez bien, report des voix pour François Hollande au premier tour, à l'époque en 2012. Pour qui vont voter les électeurs de François Hollande en 2012? En 2022, et Emmanuel Macron fait 41%, très loin devant Jean-Luc Mélenchon à 11, Christian Taubira à 11, Anne Hidalgo à 10, Yannick Jadot à 8, Valérie Pécresse à 7 et le communiste Fabien Roussel à 5, 41%. D'où la question qu'on est allé poser aujourd'hui avec Jérôme Marcantetti à l'Assemblée. Évidemment, on a commencé par les députés de gauche qui ne sont pas du tout d'accord. Est-ce qu'Emmanuel Macron est candidat de la gauche en 2022 ? Ça en dit long sur le fait qu'il y a des mots qui n'ont plus aucune signification. Moi, je pense qu'on n'est pas de gauche quand on n'organise pas une politique, une fois de plus, qui prend les richesses produites et qui les répartit plus justement vers le monde du travail, plutôt que vers le capital. Et Macron ne fait pas ça. Non mais il veut rigoler. Il espère ça parce qu'il y a 41% des électeurs de François Hollande en 2012 qui sont prêts à voter pour lui. J'en doute vraiment. Ça, c'est du fantasme. C'est Jupiter sur son nuage qui s'imagine que les voix de gauche vont pleuvoir sur lui, mais ça c'est de la dérive intellectuelle. Est-ce qu'Emmanuel Macron sera, comme il l'espère, le candidat de la gauche en 2022 ? On peut vivre d'espoir, mais en tout cas rien ne le démontre.
il faudra rappeler à cela ce qu'est Emmanuel Macron, les choix qu'il a faits, le fait qu'il était censé nous protéger contre une candidate aux portes du pouvoir d'extrême droite et que maintenant il y en a deux. Bon, alors la gauche considère qu'Emmanuel Macron n'est pas le candidat de gauche, mais évidemment, la majorité présidentielle répond que oui, évidemment. Est-ce qu'Emmanuel Macron est le candidat de la gauche en 2022 ? Et de la droite, et des écologistes, et des républicains, et de la gauche, et des démocrates. Non, mais ça vous aide face à une extrême droite très en forme entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, face à Valérie Pécresse qui est aussi haute pour l'instant dans les sondages. Ça vous aide d'avoir une gauche éclatée, non ? Oui, mais ce que j'ai remarqué en tant qu'homme de gauche, c'est que pendant 5 ans, le seul adversaire politique, pour pas dire ennemi parfois, du camp qui se prétend d'être de gauche, c'était pas Marine Le Pen, c'était pas Éric Zemmour, c'était Emmanuel Macron. Je pense qu'ils se sont trompés de combat. On n'a pas la gauche honteuse, bien au contraire, depuis le début. Est-ce qu'Emmanuel Macron est le candidat de la gauche en 2022 ? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le président Emmanuel Macron a un bilan social. Il a fait énormément de choses pour lutter contre les inégalités des chances, les inégalités de destin. Je pense au reste à charge zéro. Il a pris un certain nombre de mesures qui permettent justement d'avoir un vrai bilan social. Est-ce que la stratégie, c'est pas de muscler la jambe gauche dans les dernières semaines avant la fin du quinquennat face à une droite et une extrême droite très en forme, justement ? Je ne suis pas dans la stratégie, je suis dans l'action. Bon courage. Puis celle des 4 colonnes avec Jérôme, on a également croisé Sonia Crimi, qui est intéressante du temps de François Hollande. On aurait appelé ça une frondeuse. Elle est toujours en marche, mais elle est critique. Et elle a trouvé au cours du quinquennat qu'Emmanuel Macron n'était pas suffisamment à gauche. Et elle le dit. Écoutez, elle a un message pour ses collègues au gouvernement. Est-ce que vous comprenez quand même qu'une partie de l'électorat de gauche soit très déçue, dont vous, à un moment, vraiment, vous avez été critique ? Oui, mais je le comprends, sauf que je leur demande de l'indulgence. Je l'ai dit énormément sur plein de sujets. Quand on dit pognon de dingue, c'était pas bon. Quand il y a eu les gilets jaunes, je pense que j'étais la seule des députés qui a mis les jaunes depuis le premier jour. Donc voilà, donc il n'y a pas de sujet avec ça. Il n'a pas du tout été de gauche pendant son quinquennat. En revanche, il a des gens de droite et des gens de gauche dans sa majorité. Les gens de droite ont été toujours beaucoup plus capables de travailler que nous. Les ministres de droite, ils sont mieux organisés avec les députés de droite, de cette majorité. Je fais un clin d'œil à Le Drian, un clin d'œil à Dussopt, un clin d'œil à tous ces ministres de gauche qui n'ont pas réussi à rassembler la gauche au sein de notre majorité. Et ça, c'est un message que j'en renvoie vers toute la gauche de cette majorité. Qu'est-ce qu'on était mauvais, mes chers amis. Je pense que le clin d'œil et le message sont passés. Et puis, il y a également une parole intéressante, celle des anciens députés En Marche qui sont de gauche et qui, eux, ne considèrent pas du tout qu'Emmanuel Macron est le vrai candidat de la gauche pour 2022. Est-ce qu'Emmanuel Macron, c'est le candidat de la gauche pour 2022 ? Je crois pas. C'est pas en envoyant 2-3 signaux à la fin d'un quinquennat qu'il pourrait faire croire qu'il s'est recentré vers la gauche. Le virage de la politique d'Emmanuel Macron est clairement assumé vers la droite. Je crois qu'il n'y a plus aucune ambiguïté. Je pense qu'Emmanuel Macron est quelqu'un de droite, tout à fait respectable, pas d'une droite nationaliste, fasciste ou autre, mais en tout cas de droite. Il baisse les impôts pour les entreprises, il fait reculer les libertés. Tout ça, c'est les cases du sarkozysme, en fait. Il les a à peu près tous cochés. Donc non, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron est quelqu'un de gauche et on ne peut pas dire qu'il soit le candidat de la gauche. Pourquoi des gens du Parti socialiste votent encore pour lui ? Probablement parce qu'ils étaient déjà plus de gauche. Pour finir, on aurait aimé poser la question à 3 candidats de la gauche. Alors je dis 3, vous allez en voir 2 parce que j'ai tenté de poser la question à Hidalgo ce matin au Conseil de Paris qui n'avait pas envie de répondre à quiconque. En revanche, merci à Mathilde Guénégan qui a posé la question à Yannick Jadot, le candidat écologiste. Les personnes qui ont voté pour François Hollande en 2012 donnent plus leur vote à Emmanuel Macron aujourd'hui, plus qu'à un autre candidat des forces écologistes. Pourquoi, selon vous ? Est-ce que Emmanuel Macron, c'est le meilleur des candidats à gauche, du coup ? Dans cette campagne, nous avons démontré à quel point le président de la République, qui a pu séduire un électorat large en 2017 autour de la mobilité sociale, autour de la fin des rentes, autour de la protection de l'environnement, autour de l'Europe, nous allons démontrer à quel point ce quinquennat est un quinquennat de trahison des promesses. Et on finit avec Hélène Bonnet qui a posé toujours la même question, vous savez, la question des 41%, cette fois-ci à Christiane Taubira. Bonjour, Hélène Bonnet pour TF1 LCI. Selon l'IFOP, une partie des électeurs de François Hollande, 41%, se reporterait sur Emmanuel Macron de nouveau. Est-ce que finalement, ce n'est pas lui le candidat de la gauche pour ces élections ? Oui, en effet, j'entends des rires parce que c'est vraiment très nouveau, ça. Sourire et rire nous fait du bien, hein, vous savez, donc on ne s'en prive jamais. Mais ça n'enlève pas la pertinence de la question. Même si je ne vois pas par quelle quadrature du cercle j'arriverai à répondre positivement à une question pareille. J'ai parlé tout à l'heure de 4 millions de personnes qui ont basculé dans la précarité et la vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on dit à ces 4 millions de personnes ?
Vous allez en baver encore pendant 5 ans? Le président du pognon de dingue quand il s'agit de lutter contre la pauvreté et du quoi qu'il en coûte lorsqu'il s'agit d'injecter massivement de l'argent dont la conséquence la plus visible, c'est l'explosion des dividendes. Je ne vois pas pourquoi il changerait de politique les 5 prochaines années. Et j'ai répondu aux 40% de M. Hollande. Merci Paul. Voilà une question qui a provoqué beaucoup de réactions très intéressantes. Merci. On va revenir à la situation internationale car elle est très tendue. Et Emmanuel Macron, là, il n'y a pas de droite ou de gauche, même si la campagne électorale se poursuit. Mais enfin, je vous remercie donc Dominique Moisy, géopolitologue, Bruno Tertrais, politologue également, et spécialiste des questions internationales tous les deux, d'essayer d'examiner avec moi la situation ce soir. Après ce marathon depuis hier, Moscou, Kiev et Berlin, est-ce qu'on est revenu à la guerre froide? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation de tension qu'on pourrait rapprocher d'une forme de guerre froide? Bruno Tertrais, vous avez publié aujourd'hui une tribune pour dissuader Poutine d'attaquer l'Ukraine. Une doctrine de riposte adaptée est nécessaire. Moi, je crois que c'est le moment de dépoussiérer nos vieux manuels de la guerre froide, parce qu'effectivement, on est dans quelque chose qui ressemble à certains égards, avec beaucoup de différences, bien sûr, mais ce n'est pas Emmanuel Macron ou M. Zelensky qui l'ont imposé. C'est Vladimir Poutine qui impose, qui voudrait justement que l'on revienne à une division de bloc à bloc de l'Europe. Il ne supporte pas l'idée que les pays qui sont quelque part entre la Russie et Paris décident librement de leur destin, alors même que pourtant, avec la Russie, nous avions ensemble essayé de dépasser la guerre froide en 1991 avec des règles de fonctionnement de la sécurité européenne. Vladimir Poutine considère qu'elles n'ont pas été respectées, ces règles, et que les Américains ne les respectent pas. Non, c'est pas ça qu'il dit. Non, il dit deux choses. Il dit d'abord les engagements qui ont été pris, soi-disant, par l'OTAN de ne pas s'élargir à l'Est n'ont pas été tenus. C'est faux, c'est de la manipulation politique. Et la deuxième chose qu'il dit, il y a une petite ligne quand même qui dit dans les accords qu'on a signés que la sécurité est indivisible. Donc moi, je me sens plus en sécurité. Si je me sens plus en sécurité, moi, la Russie, c'est de votre faute, les Américains. C'est très curieux, mais en tout cas, ce qui est très frappant, c'est ce raidissement progressif depuis une dizaine d'années du régime de Vladimir Poutine, qui est de plus en plus seul, qui est de plus en plus autoritaire, qui est de plus en plus corrompu par ailleurs. Et malheureusement, je dois dire que si on retourne à une forme de guerre froide, qui n'est pas la guerre froide mais qui y ressemble, c'est tout de même très largement de sa faute. On ne peut pas dire que ce soit celle de l'OTAN. Je vous rappelle quand même que les Américains, les Français, les Allemands, ensemble, on a décidé qu'il y a plein de choses qu'on ne ferait pas. On ne met pas de matériel, de troupes dans les nouveaux membres de l'OTAN. On a véritablement essayé de rassurer la Russie. Alors dans toutes les histoires de couple, on dit que c'est toujours... C'est la faute de l'autre. Non, c'est pas ça. On dit, oui, il n'y a pas de responsabilité à 100%. Oui, c'est vrai. Mais je dirais que c'est sa responsabilité tout de même à 90%. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron hier et aujourd'hui? Est-ce qu'il nous fait avancer? Est-ce qu'on est quand même sur une ligne de crête extrêmement étroite? Est-ce qu'on a bougé un peu depuis 24 heures, Dominique Moisy? Tant qu'on négocie, on ne se bat pas. On est en train de gagner du temps. Combien? On verra. Alors, par rapport aux propos de Bruno Tertrais, j'aurais juste deux petites nuances. La première, c'est que ça n'est pas la guerre froide. On peut se demander aujourd'hui si on n'est pas à la veille d'une guerre chaude. Pendant la guerre froide, il y avait la formule de Raymond Aron qui dominait « paix impossible, guerre improbable ». Aujourd'hui, la paix est impossible, la guerre est un petit peu moins improbable. Et il y a un deuxième point, est-ce que vraiment la Russie est isolée? Il s'est produit quelque chose d'essentiel à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. C'est, je dirais presque, l'émergence d'une doctrine commune Poutine-Xi Jinping. Le monde est en train de devenir plus confus, plus dangereux, mais il y a une explication à cela. Ce ne sont pas les troupes russes qui encerclent l'Ukraine, ce ne sont pas les navires chinois qui circulent autour de Taïwan, c'est la présence irresponsable de l'Amérique et en Europe et en Asie. Ça, c'est le discours des deux hommes. C'est le discours des deux hommes. Commun des deux hommes qui, en fait, finalement, se rapprochent là-dessus, alors qu'ils ont des divergences et qu'ils ont des points d'achoppement forts. Mais je crois qu'on n'a jamais vu aussi clairement deux pays sur l'offensive
cacher leur stratégie derrière un propos en apparence défensif. Si seulement l'Amérique n'était pas ce qu'elle est, ne faisait pas ce qu'elle fait, tout irait bien dans le monde. On va écouter Emmanuel Macron, c'était ce soir, il était à Berlin, aux côtés de Olaf Scholz, aux côtés du président polonais qui demande un langage très ferme avec Poutine. Et on va écouter ce qu'il dit ce soir. Il appelle à un dialogue exigeant avec la Russie et il dit qu'il faut absolument éviter la guerre, évidemment. Nous allons continuer d'agir dans les semaines qui viennent avec des objectifs simples. Le premier, ça a été dit, éviter la guerre. La paix et la stabilité du continent européen sont notre trésor et nous considérons que notre devoir est de tout faire pour le préserver. La deuxième chose, c'est consolider et défendre à chaque instant l'unité des Européens et des alliés. C'est comme ça que nous avons préparé nos échéances et c'est comme ça que nous avançons sur ce chemin. La troisième, c'est défendre les principes qui ont fait notre Europe durant ces 30 dernières années. Alors, donc, il ne faut pas faire la guerre, c'est ce qu'il a un peu obtenu, mais pour quelques heures, enfin en tout cas pour quelques jours, hier quand même, avec Vladimir Poutine, non? Écoutez, alors d'abord je voudrais dire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mes propos. Je ne dis pas que la Russie est isolée, c'est Vladimir Poutine, lui, qui est isolé dans son propre pays, y compris isolé physiquement, et c'est jamais très bon. On a vu la table de 4 mètres. Hein. Oui, mais nous connaissons tous les trois l'histoire. Ça n'est jamais très bon quand un autocrate est isolé, qu'il ne consulte presque plus. Ce n'est jamais une bonne nouvelle. Alors, est-ce que c'est Emmanuel Macron tout seul avec les petits bras de la France qui arrête la guerre et les chars russes? Non. Mais c'est vrai qu'à force d'engager ce processus, il a un peu forcé la porte du Kremlin. Et ce processus, quelque part, ça retient bien sûr la possibilité d'une guerre, au moins pour quelques jours. Cela montre que les Occidentaux sont unis. Les Européens, moi, je ne les ai pas vus aussi unis depuis très longtemps. On parle des duels, des divergences. Oui, il y a des nuances. Globalement, c'est assez frappant de voir que ce monde occidental, il est très uni face à la Russie. La séquence qui se termine aujourd'hui, séquence très éprouvante. Je veux dire qu'il faut de la résistance, y compris physique, pour avoir 6 heures avec Poutine. La conférence de presse qui a duré très longtemps et dans laquelle Poutine était extrêmement arrogant et agressif. Absolument, et il a bien tenu le coup. Et là, la fin de cette séquence est très intéressante puisqu'il s'agit de voir non seulement l'Allemagne, avec laquelle nous travaillons beaucoup, bien sûr, dans ce fameux format. On va voir les images de la conférence de presse. On essaie de régler la question intérieure ukrainienne, mais aussi la Pologne. Et pourquoi c'est important? Parce que la Pologne, c'est un des pays les plus atlantistes et les plus anti-Poutine, pas anti-russe, mais anti-Poutine. Et c'est très important, je crois que c'est très habile. On était nombreux, je crois, il y a quelques semaines à dire qu'il faut absolument que les 3 grands Européens, Allemagne, Pologne, France, se mettent ensemble. Je crois que c'est très important que cette visite se termine par cette séquence. Quand on voit la carte, justement, mais on voit la carte, la Pologne, à côté de la Biélorussie, à côté de l'Ukraine, et on voit bien, c'est la géographie qui explique les choses. Et l'histoire de l'Ukraine, c'est une histoire où vous avez d'un côté la Pologne et la Lituanie, et de l'autre la Russie. C'est très important que cette séquence se termine comme cela. Après, il y a toujours trop d'attentes dans ces visites, dans ces déplacements. Le monde entier était braqué sur Macron. Bien sûr qu'on est déçu, mais je crois qu'il fallait quand même le faire. Non, je ne crois pas qu'on soit déçu. Je crois que le président Macron a été à Moscou sans illusion d'un côté, sans résignation de l'autre. Et en fait, il a fait le travail qu'il devait faire. Il y avait comme une sorte de division implicite des tâches entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui tiennent un discours musclé, qui envoient des troupes, et la France, et un peu derrière l'Allemagne, qui garde ouvertes les portes de la diplomatie. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment ça va se passer? Et je dirais, quand on regarde ça de France, dans un contexte de politique intérieure, avec une campagne présidentielle, on a fait les comptes, on est à 61 jours du premier tour, on a regardé les différents présidents, ils se sont déclarés globalement autour de 55 jours, 30 jours pour François Mitterrand, mais c'était exceptionnel, sinon c'est autour de maintenant. Et donc là, qu'est-ce qui peut se passer? Avec cette séquence, à la fin de cette séquence, quand je disais tout à l'heure, on est déçus, c'est pas nous. Oui. C'est les attentes, la presse internationale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que là, il va être obligé de lâcher un petit peu la main, parce qu'il n'y a pas d'urgence à ce qu'il se réinvestisse directement maintenant. Il continuera à passer des coups de fil, mais il espère pouvoir se concentrer bientôt sur sa campagne à venir. Le problème, c'est que la réalité galope derrière et que les chars russes
si effectivement, comme le pensent beaucoup d'analystes militaires, d'ici 2 ou 3 semaines, le dispositif russe autour de l'Ukraine sera prêt à faire quoi, je n'en sais rien, mais en tout cas prêt à faire quelque chose, Macron sait très bien que cette affaire peut continuer à polluer la campagne, en tout cas. Et vous savez, moi, je ne sais pas si on aura encore un petit désaccord avec Dominique, mais... Des nuances plutôt. Moi, je crois qu'il y a plus de coups à prendre et de risques pour Emmanuel Macron dans la campagne électorale avec cette affaire que de points à gagner. Et il le sait très bien, je crois. Il ne fait pas cela pour augmenter ses chances de réélection. Donc je crois que la Russie va s'inviter dans la campagne, qu'on le veuille ou non. Alors c'est ce que vient de dire ce soir Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui a dit que c'est un gros risque électoral pour Emmanuel Macron parce que c'est pas facile. Honnêtement, je ne le pense pas. La dernière nuance avec Bruno Tertrais. Il a renforcé sa stature présidentielle. Au fond, j'écoutais la BBC hier soir. Il y avait une part de jalousie dans les propos britanniques, comme s'ils se disaient à eux-mêmes, quand même les Français ont un président sérieux, et nous en ce moment on a Bojo. Et il y a appelé en ce moment Rome, Berlin, Washington. Nos partenaires se disent quand même, la France a un président à la hauteur. Donc je ne crois pas que ce soit un risque pour lui. Parce que s'il n'y a pas de vraie désescalade, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de Vladimir Poutine. Et je pense qu'à un moment donné, personne ne pourra vraiment lui tenir rigueur d'avoir gardé ouvertes les portes de la diplomatie le plus longtemps possible. Alors je précise parce qu'Édouard Philippe a dit, comme il est en campagne électorale, il est faible. Quand on est en campagne électorale, on peut être faible. Et quand on est faible, il ne faut jamais être faible face à Poutine. On est fragilisé face à Poutine. Il le sait, je pense qu'il a appris à connaître Vladimir Poutine. Je ne pense qu'il n'est pas naïf, comme d'ailleurs lui-même se plaît à le dire un petit peu trop, d'ailleurs, je trouve. Il le sait, il sait très bien que c'est un rapport de force. Mais à ce jeu-là, malheureusement, un ancien officier du KGB sera toujours meilleur que lui. Donc, il lui tient tête. Et d'ailleurs, on a quand même vu que pendant la conférence de presse, Vladimir Poutine n'a pas cherché à l'humilier. On a déjà vu Vladimir Poutine humilier des dirigeants européens. Enfin, il n'a pas épargné par rapport... Enfin, il a été extrêmement sévère sur l'OTAN, il a été extrêmement dur sur son ton, il a parlé du nucléaire. On avait l'impression qu'on était dans quelque chose qui allait arriver tout de suite. Dans un discours de guerre froide. C'est ça. Absolument. Même si ce n'est pas exactement la guerre froide. Mais je pense que tout de même, Vladimir Poutine, à l'aune de ce qu'il est capable de faire, a quand même montré qu'il n'avait peut-être pas de respect pour la personne d'Emmanuel Macron, mais qu'il ne voulait pas ridiculiser la France. C'est au moins ça. Et ce n'était pas complètement gagné quand on voit la manière dont il a humilié l'envoyé européen, M. Borrell. Quand, il y a une dizaine d'années, il a humilié littéralement Mme Merkel, qui pourtant, elle aussi, savait lui tenir tête. Donc, ce n'était pas totalement gagné. Oui, mais le vrai rapport de force, ce n'est pas celui entre Poutine et Macron, c'est celui entre les armées russes et les armées ukrainiennes. Et il y a un vrai rapport de volonté entre les Occidentaux d'un côté, la Russie de l'autre. Et sur ce plan-là, quand même, je pense qu'un jour, il y aura des statues, des bustes de Poutine devant le siège de l'OTAN à Bruxelles. À Poutine, le recréateur de l'OTAN qui était en mort cérébrale, selon Emmanuel Macron, il y a quelques mois. Absolument. Il a redonné un souffle de vie à cette organisation et il a resserré les liens entre tous les Occidentaux. Maintenant, c'est à vous, les spécialistes, que je m'adresse, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Les Français s'interrogent. Est-ce que la guerre, c'est vraiment possible? Est-ce que si jamais ils avancent avec leurs chars, les Américains interviendraient vraiment, les troupes de l'OTAN interviendraient vraiment? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on est dans comment dire, chacun montre ses muscles, une démonstration de force et puis c'est tout? Non, c'est malheureusement possible. Alors là, je vais être... Je ne sais pas si je serai en nuance. Totalement d'accord avec Bruno là-dessus. Je suis d'habitude moins pessimiste sur ces affaires que ne l'est souvent, pas toujours, Dominique Moisy. Je dois dire que je suis inquiet depuis le 15 décembre, très précisément, au moment où Vladimir Poutine a présenté ses 2 projets de traité à prendre ou à laisser. Il voulait casser toutes les règles de la sécurité européenne, encore une fois établies avec la Russie, disant c'est à prendre ou à laisser. Il ne s'est pas laissé de porte de sortie. Deuxièmement, on sait encore une fois que c'est quelqu'un qui est de plus en plus isolé dans son propre pays, qui consulte très peu, qu'il devient paranoïaque.
Ça n'est pas bon. Troisièmement, le dispositif militaire aujourd'hui, j'ai encore consulté il y a 2 jours un des meilleurs experts militaires américains qui regarde ça non pas à la jumelle, mais littéralement au satellite. On a un dispositif inédit depuis 1990. On a un dispositif qui est presque complet, qui le sera d'ici 2-3 semaines. On ne peut plus dire que c'est juste de la démonstration. Tout est prêt pour une véritable offensive. Jusqu'où elle ira, je ne sais pas. Je ne suis même pas certain que ça soit décidé. Mais vous savez, il y a une inertie des choses. Il y a une force des choses. Il devient de plus en plus difficile pour Vladimir Poutine de reculer. Je ne veux pas vous dire que les Américains entreront en guerre pour l'Ukraine. Ils ne le feront pas. Je pense qu'un certain nombre de pays de l'OTAN aideront de loin militairement l'Ukraine. Donc, il ne s'agit pas d'affoler qui que ce soit. Mais malheureusement, un grand conflit en Ukraine, c'est un conflit en Europe. Et c'est un peuple qui souhaite être souverain et a recouvré sa liberté récemment qui en souffrira. Globalement, oui. Je crois que, hélas, je suis sur la même ligne que Bruno Tertrais. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, que les chars russes fonce sur Kiev, s'empare de la ville et nomme un nouveau gouvernement. On est plutôt sur le Donbass, la partie orientale. On est plutôt sur une stratégie soviétique classique du salami. On prend des petits bouts. Donc, effectivement, le Donbass est un objectif premier qui paraît évident. Mais la chance, l'espoir, que l'on évite tout recours à la force armée est plutôt en train de s'éloigner de nous que de se rapprocher. Donc l'idée que la guerre arrive est hélas une idée bien réelle. Il est réaliste de considérer la possibilité d'un conflit armé. Et ça, c'est la première fois depuis quand même... Enfin, en 2014, il a eu lieu. Oui, mais on ne s'est pas engagé pour sauver la Crimée. Et on ne s'engagera pas pour sauver l'Ukraine. Mais je dirais que depuis la fin de la guerre froide, c'est le scénario le plus dangereux que nous ayons connu. L'éclatement des Balkans, pour tragique qu'il ait été, il a coûté... plus de 100 000 morts, il a fait plus de 2 millions de déplacés. De l'ex-Yougoslavie. Mais c'était autre chose. C'était à la périphérie de l'Europe. Ça, on est au cœur sur le plan historique et géographique. Pour conclure. Oui, juste un mot. Il est tout de même possible que tout ceci traîne pendant des semaines, voire des mois. Oui. Dominique Moisy rappelait l'importance du sommet entre Xi et Poutine. C'est un véritable pacte de non-agression qui permet aujourd'hui, entre les Chinois et les Russes, de dégarnir son flanc chinois pour stationner dans la longue durée des forces tout près de l'Europe. Donc il est possible aussi que tout ceci dure des semaines et des mois. Malheureusement, je suis quand même tout de même aussi un petit peu pessimiste, comme je l'ai dit. Merci beaucoup, merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur cette situation. On va réécouter Emmanuel Macron et on va revenir toujours sur cette question, mais à un débat plus politique avec 2 personnalités politiques, puisque on est en campagne électorale et ça intervient dans la campagne électorale. Merci beaucoup. On écoute Emmanuel Macron. La Russie, en adoptant cette posture menaçante, a décidé très clairement de mettre pression sur la communauté internationale. J'ai eu l'occasion hier d'en parler longuement avec le président Poutine. Et la démarche que j'ai engagée en me rendant à Moscou et à Kiev vise précisément à restituer collectivement ordre, stabilité et sécurité sur notre continent, qui est mise à mal par cette pression militaire croissante. Notre volonté pour les prochaines semaines et les prochains mois est justement que la situation se stabilise et que nous puissions réengager par des mécanismes de garantie nouveaux une désescalade durable. Dans ce contexte, le calme dont vous faites preuve, la pondération de toutes les parties prenantes, dans les propos comme dans les actes, sont indispensables. Voilà, ça c'était donc Emmanuel Macron qui était en milieu de journée à Kiev. Ce soir, il était à Berlin avec Olaf Scholz et le président polonais. Bonsoir Julien Audoul, vous êtes porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir Pierre-Alexandre Anglade, député de La République En Marche des Français hors de France, donc, et notamment européen, et porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Peut-être que, d'abord un premier mot, vous qui, avec le Rassemblement national et Marine Le Pen,
avait refusé de signer avec les autres groupes nationalistes à Madrid il y a une quinzaine de jours, peut-être une semaine, une déclaration qui s'inquiétait des velléités d'agressivité de Vladimir Poutine. Marine Le Pen a refusé de signer cette déclaration. Est-ce que vous dites Emmanuel Macron a bien fait d'aller à Moscou ? Emmanuel Macron a bien fait, oui, puisqu'il faut discuter avec la Russie. Et le problème, est-ce qu'on peut lui reprocher, est-ce qu'on peut reprocher à l'Union européenne, c'est qu'on a voulu faire depuis des années de la Russie une ennemie et qu'on a traité Vladimir Poutine par le mépris. Quoi qu'on en pense, c'est un chef d'État respectable. Quoi qu'on en pense, c'est un partenaire. Non, là, c'est le cas, regardez l'image. Hein. Oui, non, mais, donc vous dites un accueil glacial, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est l'accueil sur le tarmac à Moscou. Jamais un chef d'État français n'a été humilié de cette manière-là. Et avec la personne d'Emmanuel Macron, c'est la France qui est humiliée, malheureusement. Ce qui montre bien que c'est pas, je dirais, au dernier moment qu'il faut agir et se rendre auprès de Vladimir Poutine, mais c'est tout simplement tout au long de son mandat qu'il aurait dû entretenir une relation d'équilibre. Parce que nous, ce que nous demandons avec Marine Le Pen, et telle est sa conception, c'est d'avoir une politique gaullienne au niveau international et au niveau des relations diplomatiques, c'est-à-dire une position d'équilibre. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de partenaires privilégiés, et notamment face aux États-Unis et à la Russie, il faut avoir une position d'équilibre. Ça n'a pas été fait. On voit bien que depuis un certain nombre d'années, on est totalement sous la coupe de l'OTAN et des États-Unis, qui nous entraîne malheureusement vers une crispation des relations avec la Russie. Pierre-Alexandre Anglade, c'était une humiliation parce que cette table, elle a servi aussi à Viktor Orban quelques jours avant. J'allais le dire, votre allié Viktor Orban, le leader hongrois, nationaliste, identitaire, qui est un soutien de Marine Le Pen, un soutien financier d'ailleurs, puisque c'est une banque hongroise qui financera votre campagne. Pas Viktor Orban, c'est une banque. C'est pas Viktor Orban qui finance la campagne a été accueilli exactement de la même façon par M. Poutine. Moi, je crois que le président de la République, hier, il a fait honneur à la France, parce qu'il est allé à Moscou, engager le dialogue avec le président Poutine. La réalité, c'est qu'il n'y a presque pas de chefs d'État et de gouvernement en Europe qui peuvent le faire. Aujourd'hui, le président de la République, Emmanuel Macron, c'est le seul chef d'État, le seul leader qui est capable de parler les yeux dans les yeux avec le président russe et de lui dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que l'agression de l'Ukraine est une ligne rouge, que la tension qui est créée à la frontière immédiate de l'Union européenne est un danger pour la sécurité des Européens, et donc il faut recréer le dialogue pour éviter l'escalade. Enfin, ce que vous venez de dire, en fait, vous enfoncez les portes ouvertes. Mais comme vous, cher non, mais je veux dire, en plus, ça a été démenti par le ministre des Affaires étrangères russe. Non, bien sûr que pas. Si. Ça a été démenti il y a quelques heures par le ministre des Affaires étrangères russe, qui a dit précisément que l'intervention d'Emmanuel Macron n'avait pas été aussi décisive qu'il semble le penser. C'est tout. Mais est-ce que vous en réjouissez ? Enfin, la question c'est, est-ce que vous en réjouissez ? Quelle est votre relation à ça ? Est-ce que vous pensez qu'il faut laisser les Russes entrer en Ukraine ? Enfin, c'est cela la question. Les Russes ne vont pas entrer en Ukraine. Il n'y a pas de risque de guerre. Tout ça, évidemment, est une machination. On voit bien que les États-Unis, qui cherchent aussi à redorer l'utilité de l'OTAN, parce que l'OTAN est une coquille vide. Nous ne sommes plus au temps de la guerre froide, l'Union soviétique n'existe plus, l'OTAN aujourd'hui ne sert à rien, si ce n'est à renforcer l'emprise des États-Unis sur le continent européen. J'ajoute qu'il y a eu des provocations depuis un certain nombre d'années vis-à-vis de la Russie, des provocations qui étaient des violations d'un accord qui était passé depuis la fin de l'Union soviétique avec Gorbatchev, sur le fait que l'OTAN ne devait pas, comprendre des pays frontaliers de la Russie. Bon, on voit bien qu'il y a une tentation de faire de l'Ukraine un membre de l'OTAN, ce qui est insupportable pour les Russes. Et dans les relations diplomatiques, il faut toujours se mettre à la place des autres et à la place des partenaires. Moi, ce que j'observe, c'est que Emmanuel Macron, comment pouvait-on penser qu'il soit un négociateur hors pair en Russie? Comment pouvait-on penser qu'il assure la paix en Ukraine, sachant qu'il n'est même pas capable, sur nos propres zones d'influence et théâtres d'opération, je pense au Mali, de faire respecter, de garantir les intérêts français et notamment l'honneur de nos soldats. Je rappelle que notre ambassadeur a et été expulsé comme un vulgaire clandestin du Mali par la junte malienne. Et M. Macron a juste répondu « je prends note ». Et je crois que M. Odoul récite parfaitement bien les éléments de langage du Kremlin. Et à vous écouter, on a le sentiment qu'au fond, ça devrait être la Russie de Vladimir Poutine qui devrait définir ce que l'Ukraine pourrait faire ou ne pas faire, que ce serait la Russie qui devrait décider quelles pourraient être les alliances de l'Ukraine, quelles pourraient être les alliances de la France,
quelle pourrait être au fond la sphère d'influence que nous devrions nous-mêmes avoir en Europe et dans le reste du monde. Ce n'est pas à la Russie de décider pour nous. Et vous pensez que la guerre est possible ? Moi, je ne suis pas dans la prédiction. Et donc, quand j'entends M. Odoul nous dire avec beaucoup de détermination que la guerre est impossible, alors que beaucoup d'experts... Les deux géopoliticiens qui étaient là disaient qu'ils n'avaient jamais été aussi inquiets. Beaucoup d'experts vous disent l'inverse, et que la configuration qu'est en train de mettre en place M. Poutine aux frontières immédiates de l'Ukraine, aux frontières immédiates de l'Union européenne aussi, parce que l'opération Zapad, l'exercice Zapad qui a lieu en Biélorussie, bien la Biélorussie, c'est la frontière de l'Europe. C'est la Lituanie, c'est la Pologne. Et donc, c'est l'espace européen, et au fond, c'est notre espace commun à nous tous. Donc moi, je ne serai pas de ceux qui vous diront « la guerre est possible, la guerre est impossible ». Je ne suis pas capable de le dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a une situation de tension qui est très grave, qui n'a pas d'équivalent depuis la fin de la guerre froide, peut-être même depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, que c'est l'honneur de la France, que c'est le rôle de la France de réengager le dialogue à un moment donné où on voit bien que les États-Unis d'Amérique et les Russes étaient dans un tête-à-tête mortifère où l'Europe n'avait plus sa place. Et le déplacement du président de la République, il a eu pour mérite de remettre l'Europe au cœur de la discussion. Et c'est une discussion à plusieurs parties prenantes. On ne voit pas beaucoup de résultats non plus. On voit bien que Emmanuel Macron le reconnaît lui-même. C'est très tendu. Vladimir Poutine est très tendu. Et il n'y a pas d'évolution. Mais, Routel Krief, nous sommes dans un enjeu diplomatique, sécuritaire, politique qui emporte de nombreuses conséquences à l'international. Évidemment que le président de la République française, seul, dans un entretien, dans un tête-à-tête, ne va pas régler la situation immédiate à la frontière orientale de l'Union européenne. Évidemment, personne ne le croyait. Et lui-même l'a dit, il allait là-bas avec la volonté de réamorcer le dialogue. Mais le rôle de la France et le rôle de l'Europe, dans ce moment de tension très dure, où le pire peut se produire, c'est de créer les conditions de la désescalade. Et c'est ce qu'a fait hier le président de la République. Vous n'êtes pas fier de vous dire que les Européens étaient à la table de Vladimir Poutine au lieu que ce soit Joe Biden ? Non, mais les Européens, c'est quoi? Vous savez, moi, je suis fier quand c'est la France, la diplomatie européenne. Vous savez, c'est comme, les licornes et les dragons, ça n'existe pas. C'était aussi la France avec Emmanuel Macron, quand même. Non, mais vous savez, moi, je suis toujours content et fier quand mon pays assume son message et assume son héritage. Voilà. Et je considère que malheureusement, la politique qui est menée depuis le début de ce quinquennat par Emmanuel Macron ne respecte pas l'héritage gaullien d'avoir une puissance d'équilibre. Aujourd'hui, la France, il faut bien le dire, est sortie du jeu diplomatique. La France ne représente plus rien et c'est malheureux. Et c'est vrai que juste un symbole qui est assez peut-être anecdotique pour vous, mais quand Vladimir Poutine accueille Emmanuel Macron dans ce grand bureau, Vladimir Poutine accueille Emmanuel Macron avec un mot de français. Et Emmanuel Macron répond avec un mot d'anglais. Ce qui montre bien que même la place de la France, d'un point de vue symbolique, linguistique, n'existe plus pour Emmanuel Macron. C'est assez révélateur. Et on voit bien qu'entre la crise des sous-marins en Australie, la crise malienne, où on est totalement humilié, et au niveau européen, en Ukraine, où nous sommes, il faut bien le dire, très affaiblis, on voit bien qu'avec Emmanuel Macron, la France n'a plus beaucoup de place au niveau international sur la scène diplomatique. Moi, je trouve que vous avez une drôle d'image et une drôle de perception de ce qu'est aujourd'hui notre pays et de ce qu'est la place de notre pays. C'est vous qui en avez fait un petit pays, malheureusement, alors que notre pays a vocation à avoir un message extrêmement fort compte tenu de son histoire. La France, M. Odoul, est membre permanente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Puissance jusqu'à nucléaire. quand, monsieur? Vous vouliez partager notre siège avec l'Allemagne. Qui a dit ça? Vous vouliez partager notre siège avec l'Allemagne. Voilà. Avec Marine Le Pen, notre siège restera à la France et qu'à la France, à vous point sûr. Ne commencez pas, cher monsieur Odoul, à propager des fausses informations. Ce n'est pas le cas. Ça a été diffusé par diverses sources très sérieuses. Laissez-le parler. Ça n'a jamais été le projet de qui que ce soit au gouvernement, ni du président de la République, ni de qui que ce soit dans la majorité. Donc je vous prierai d'éviter de raconter absolument n'importe quoi à ce micro. La France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Puissance nucléaire. Elle est aujourd'hui à la tête de l'Union européenne. Elle a réussi à recréer, à relever l'Europe en l'espace de 5 ans. Souvenez-vous le contexte dans lequel se trouvait l'Europe au moment qu'Emmanuel Macron est merveilleux, magnifique. Mais je connais votre technique parce que vous avez l'habitude d'interrompre. Il n'a pas relevé l'Europe. Il n'a pas relevé. Il s'est fâché avec tout le monde. Monsieur Odoul, il faut laisser la parole et comme ça on a un débat serein, intéressant pour les spectateurs. C'est tellement gros en fait. C'est tellement gros. Oui, mais là, pardonnez-moi, on va écouter et ensuite je vais vous donner la parole. Merci. Très bien.
Voilà, alors maintenant... Mais oui, ben voilà. Donc en fait, c'est aussi une difficulté d'avoir... Vous avez réussi votre coup, c'est ce que vous pensez. Oh, c'était pas un coup. C'est de l'art oratoire, et c'est les débats, et c'est un duel, c'est normal. Et sur la politique intérieure, est-ce que c'est pas un risque électoral? Ce soir, Édouard Philippe a dit que c'était un risque électoral pour le président Macron d'aller en Russie, parce que quand on est en campagne ou quand on est en élection, eh bien, on est plus faible, il prend un risque électoral, parce que pour discuter avec les Russes, il vaut mieux toujours être fort, et être un candidat en campagne pour un Russe, ça n'est jamais être fort, a dit Édouard Philippe. Mais le président de la République, il assume sa fonction jusqu'au bout, et ça ne vous aura pas échappé qu'il n'est pas en campagne. Et précisément pour cette raison, c'est que nous sommes dans un temps de doute, de division, de défis internationaux, de grandes tensions aux frontières immédiates de l'Union européenne, avec la France qui assume par ailleurs la présidence du Conseil de l'Union européenne, avec des défis extrêmement importants. Et le président de la République, il a raison de retarder son entrée en campagne éventuelle, parce que nous sommes dans un temps où l'énergie, toute la capacité de décision du président de la République doit être tournée vers la résolution de la crise internationale et auparavant la résolution de la crise sanitaire. Quand nous serons dans un temps plus apaisé, si le président de la République souhaite être candidat, il aura tout loisir de le faire. Mais évidemment que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe a raison de dire que dans ce temps, la fonction du président de la République, telle que l'entend nos institutions, la Ve République, c'est la politique régalienne, ce sont les affaires étrangères, et c'est d'être à la tâche pour faire en sorte que la pression baisse aux frontières immédiates de l'Union européenne. Et c'est ce que fait aujourd'hui le président de la République de façon déterminée et volontaire. Réaction. Le président sortant ne peut pas rentrer en campagne parce qu'il y a la crise sanitaire, il ne peut pas rentrer en campagne parce qu'il y a la crise en Ukraine. Finalement, il y a toujours une bonne raison de retarder un petit peu plus ce débat. Alors, on sait que M. Macron n'aimerait peut-être pas de campagne et qu'on ne fasse pas son bilan et l'inventaire du macronisme, qui est assez désastreux à tous les niveaux. Mais la réalité, c'est qu'il faut que cette campagne ait lieu. Et crise ukrainienne ou pas, on fera le bilan de M. Macron et on compte bien les 10 et 24 avril pour finir avec ce système du macronisme qui a affaibli la France à la fois au niveau international et surtout sur le front intérieur, au niveau social, sécuritaire, économique, migratoire, à tous les niveaux. On ne comprend plus rien. Ça ne sert à rien.